Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato ed ho trovato il vaso. If I touch you, I will know you. Though my tale be drawn, your tale be drawn. My mind and soul and body. Bonsoir à tous. Ouais, je pense que régulièrement il y a un peu de monde qui vient. C'est vrai qu'on est 18h. C'est un peu tôt d'habitude, on fait ça à 19h, mais c'est parce qu'on a pris l'apéro avant, là on le prendra après. Bonsoir à tous, alors merci de venir pour cette dernière animation du mois de mars qui a été assez chargée, on en a fait 4 ou 5 et j'ai le plaisir de vous annoncer que vous passez juste après Pétain. Ce qui, ma foi, permet finalement de gagner un peu en capital sympathie. Mais en tout cas, non, c'était vraiment très très bien il y a 2 semaines avec Philippe Collin de France Inter qui nous présentait l'histoire de Pétain. Puis on a vu des urbanistes, on a vu plein de monde. Et là, on va complètement s'attaquer à un autre sujet qui est celui du féminisme et de l'écologie et de l'écoféminisme. On a évidemment beaucoup parlé. Donc on est très heureux de recevoir Charlotte Soulary, donc, qui a été invitée, on peut le dire, par Europe Écologie Les Verts de Bergerac, si je ne m'abuse. Et donc pour parler notamment de son livre publié au Petit Matin, qui est une très belle maison d'édition. J'espère que ça s'est bien passé avec eux, sinon je retire tout de suite. Ils sont extraordinaires. Bah voilà. Vraiment. Et donc sur un livre qui est sorti en octobre de l'année dernière, si je ne m'abuse. Donc voilà, sur la question grossière de ma part, est-ce que le combat féminisme et le combat écologique, finalement, c'est le même combat? Ou plutôt, est-ce que c'est pas le même ennemi? Peut-être que c'est ça qu'on va essayer de creuser un petit peu. Charlotte m'a dit, et a raison, que, alors même si vous êtes nombreux, là on est vraiment sur une question, enfin sur un temps qui me semble privilégier l'échange direct. C'est-à-dire que je vais me permettre de lancer la machine parce que l'habitude et parce qu'on est chez moi quand même. Par contre, très très vite, je vous invite vraiment à réagir, à intervenir, parce qu'on est là pour échanger et finalement, est-ce que la politique c'est pas un peu le débat? Et donc vraiment, n'hésitez pas à intervenir. Alors je vous en supplie, ne coupez pas Charlotte quand même dans l'avancée de ses pensées, dans la réflexion, mais s'il vous plaît, n'hésitez vraiment pas à intervenir. On est là justement pour parler du quotidien, des problèmes rencontrés quotidiennement sur la question du féminisme et de l'écologie. Donc vraiment, à tout moment, intervenez, je vous en supplie. On sera ravis vraiment de débattre avec vous. Ça vous convient comme ça? Eh bien on commence, et on commence par un sujet, à mon avis, qui me semble, enfin, un élément qui me semble indispensable. Est-ce qu'on peut déjà essayer de définir un petit peu ce qu'est l'écoféminisme pour que tout le monde ait la même base de réflexion? Alors on peut, ça m'a pris des pages et des pages d'essayer de le faire, parce que finalement c'est pas si simple. Et c'est en fait même ce qui m'a décidé à écrire un livre. Parce que je me retrouvais pas moi avec une définition hyper simple, puis point, qui dit la domination des femmes et la domination de la nature sont 2 choses qui sont reliées. En fait c'est ça la définition de l'écoféminisme, mais souvent on s'arrête là quoi. Et moi ça, en tant que militante féministe qui suis arrivée dans le monde de l'écologie politique, ça me suffisait pas. J'arrivais pas à trouver ok, la domination de la nature et la domination des femmes, c'est 2 choses qui sont des corollaires probablement qui font partie d'un système commun, mais je voyais pas bien comment, et puis surtout je voyais pas bien comment on renversait tout ça pour en finir à la fois avec le patriarcat et avec le capitalisme, qui sont les 2 gros mots derrière domination des femmes et domination de la nature finalement. Et donc voilà, j'ai passé le temps de l'écriture de ce livre à essayer de comprendre les imbrications. Donc on va en parler au fur et à mesure ce soir, et surtout au-delà de se rendre compte que ça fait système et que la domination des femmes permet la domination de la nature et inversement, en fait de comprendre pourquoi on en est encore à se dire que ça fait système et personne n'en est d'ailleurs totalement convaincu. Il y a un vrai sujet de hiérarchie des luttes qu'on a beaucoup vécu, et que moi qui suis militante féministe matérialiste, donc en tout cas j'ai été très influencée par les écrits des féministes matérialistes qui se sont battus
enfin, je me sens de la lignée de ces féministes des années 70 autour du mouvement de libération des femmes et avant, qui se sont battues pour faire exister la lutte féministe, notamment dans le combat anticapitaliste à un moment donné, dans le combat marxiste, et qu'à chaque fois on leur disait mais en fait on va d'abord en finir avec le capitalisme et puis on verra après pour le féminisme. Et donc elles ont eu ce magnifique slogan parce que du coup moi j'ai toujours le nouveau pardon, excusez-moi. Anticapitaliste de tous les pays qui lavent vos chaussettes. Oui, qui est dedans. Voilà. Et donc, bon, moi j'en suis, parce que du coup maintenant je dis toujours écologiste de tous les pays qui lavent vos chaussettes, qui est aussi le propos de mon livre, c'est que le féminisme est souvent remis à plus tard, quoi. Remis à plus tard sans voir que en fait, l'égalité femmes-hommes, elle est au fondement de tout le reste. Et que justement, ce qui se passe, donc une inégalité femmes-hommes dans la vie quotidienne, au travail, à la maison, et puis qui est sous-tendue par les violences faites aux femmes, elle permet une assignation des femmes à des métiers moins valorisés. Elle permet aussi à ce que on en soit encore aujourd'hui à ce que plus des 2/3 des tâches ménagères soient faites par des femmes, par les femmes plutôt que les hommes, et tout ça permet à un système de domination de se perpétuer, quoi. Donc c'est un peu l'iceberg, quoi. Il y a une grande partie qui est enfouie, qui permet à ce système de se maintenir. Et quand je dis ce système, c'est un système productiviste, un système d'appropriation des ressources, un système qui est en train de détruire la planète à cause de cette appropriation forcenée des ressources et de ce productivisme, et du coup le corollaire étant une surconsommation rendue possible par un travail reproductif gratuit, travail principalement gratuit des femmes ou sous-payé, sans que quiconque s'en préoccupe finalement. Vous êtes d'ailleurs là-dedans extrêmement dur contre l'écologie domestique. Ouais, parce que c'est exactement le piège dans lequel on est en ce moment. C'est que j'ai l'impression qu'à la fois l'écologie et le féminisme sont en train d'être complètement dépolitisés. Quand on nous parle de l'écologie des petits gestes, quand on nous parle d'aller laver les couches, d'aller faire des soupes maison pour nos enfants parce que c'est meilleur pour leur santé, quand on nous parle de tous ces gestes du quotidien qui sont pas juste éteindre la lumière derrière les enfants après que ce soit laver les dents, en fait tout ça prend plus de temps pour les foyers. Et quand je dis plus de temps pour les foyers, tant qu'on se pose pas la question de qui s'occupe des tâches ménagères, c'est plus de temps pour les femmes. Et en fait ça permet, enfin pour moi c'est typique de ce genre de... Enfin, c'est pas de l'écologie, quoi. Alors, je sais pas si vous avez vu la dernière campagne du ministère de la Transition écologique à ce sujet. C'était exactement ça. C'était autour des tâches domestiques et d'apprendre à changer nos quotidiens, réparer, à réutiliser, etc. C'était changeons les bonnes habitudes, je crois, un truc comme ça. Et voilà, et ça, c'est catalogué d'écologie. Et à côté de ça, quand je tape écologie et féminisme sur internet, alors avant la période Sandrine Rousseau, quand j'ai écrit mon livre, donc c'était avant elle a vraiment fait monter le sujet de l'écoféminisme, et du coup maintenant il y a plein d'articles de presse, mais juste avant, quand je tapais, je tombais sur les couches lavables en fait. Il n'y avait rien d'autre. Enfin, il y avait juste, alors domination des femmes, domination de la nature, c'est un système commun, et puis les solutions c'est quoi? Les couches lavables. Pour moi, il y a quand même un faisceau de solutions autres que juste en fait passer plus de temps dans l'économie ménagère et domestique, quoi. Et ce qui rend la chose extrêmement compliquée, c'est-à-dire que les femmes récupèrent une charge mentale supplémentaire quand on parle juste d'écologie domestique. La charge mentale environnementale, elle est réelle. Et donc effectivement, c'est non seulement on a une charge mentale quotidienne de la gestion du foyer, des enfants, et là on a aussi cette charge mentale environnementale de la gestion des impacts de la pollution sur nos vies, de la gestion
c'est extrêmement dur parce qu'on est face à des paradoxes. Alors je parle à un moment, j'appelle ça le dilemme du supermarché, des paradoxes au supermarché. Si je veux bien nourrir mes enfants en leur évitant des cancers dans 20 ans, en fait il faut que je leur achète du bio, mais j'ai pas les moyens. Et donc cette charge mentale, elle est aussi un constat d'impuissance en permanence. Et finalement, c'est très bourgeois aujourd'hui. Le féminisme ou l'écologie des petits gestes, c'est des choses qui sont possibles quand on a une femme de ménage, parce que c'est encore principalement des femmes, et quand on a les moyens d'acheter des produits de qualité. Donc on n'est absolument pas en train de remettre en question un système inégalitaire tel qu'on connaît, qui existe aujourd'hui quand on fait ça. Ce constat d'impuissance, de ne pas pouvoir acheter des bonnes choses pour ses enfants, de ne pas pouvoir les protéger de la pollution, des pollutions chimiques. Alors je parle de l'allaitement par exemple. C'est un débat, en général au bout de 5 minutes tout le monde s'énerve sur l'allaitement. C'est ce que je me suis dit en lisant le chapitre. Et d'ailleurs ça me fait rire parce qu'il y a des gens qui viennent me voir, ils lisent la première page et ils disent je suis pas du tout d'accord avec toi. Ils lisent la deuxième page et ils disent je suis pas du tout d'accord avec toi. Et je leur dis attends la conclusion. Parce que en fait à un moment donné sur l'allaitement il faut se poser l'ensemble des questions. Pourquoi est-ce qu'on culpabilise les femmes qui n'allaitent pas ? Enfin en l'occurrence chez les écolos il y a beaucoup de gens qui culpabilisent les femmes qui n'allaitent pas parce que ça serait plus écolo d'allaiter. Pourquoi est-ce qu'on culpabilise les femmes qui allaitent ? Parce que, oui, en fait, elles dérangent dans la rue, dans l'espace public, elles demandent de l'espace pour ça, elles demandent éventuellement de pouvoir emmener leur enfant sur leur lieu de travail pour pouvoir allaiter. Alors que le vrai sujet, c'est le lait et la qualité du lait qu'on transmet à nos enfants, que ce soit du lait maternel issu de nos corps ou du lait de substitut maternel, en fait, c'est pas forcément aujourd'hui du lait de qualité dans les deux cas. Et donc il y a beaucoup aujourd'hui d'instrumentalisation de l'écologie par les pro-allaitements pour dire que c'est le choix écolo, que non seulement c'est le choix de la justice sociale parce que c'est moins cher, forcément on n'a pas besoin d'acheter du lait, mais en plus c'est le choix écolo parce que vous comprenez, le lait maternel c'est le plus écolo, le meilleur lait qui existe, mais en fait la réalité c'est que le lait maternel il est aussi pollué que ce qu'on mange et ce qu'on respire et ce qu'on boit. Enfin, on a une étude américaine, tout passe par nos corps, quoi. En disant qu'effectivement aussi le corps de la maman est empoisonné par X ou Y métaux lourds. Alors je crois que c'est un exemple amérindien que vous prenez, si je ne dis pas de bêtises dans votre livre. C'est une phrase que j'adore mais que je retiens jamais, d'une sage-femme Mohawk aux États-Unis, effectivement, qui nous dit « Parce que nos nourrissons sont au sommet de la chaîne alimentaire, ils héritent des contaminants de notre sang par le biais de notre lait. » Et elle, alors, elle se donne pas le titre écoféministe, mais c'est vraiment ça, c'est ce lien entre l'humain et son environnement. C'est pas tellement un lien entre les femmes et la nature, c'est un lien entre l'humain et son environnement, c'est le fait qu'on est interdépendants. Non seulement on pollue nos environnements par nos actes quotidiens, mais du coup, en retour, la pollution, elle nous est renvoyée dans nos propres corps. Et ça, mais c'est le plus politique qui soit, en fait. Ce slogan, le féminisme nous a appris que l'intime est politique. Le personnel est politique, c'est l'un des principaux slogans quand on pense au féminisme. En fait, là, on est en plein dedans. On est en plein dedans, et c'est une autre façon aussi de voir l'écologie que de penser vraiment de repartir de nos corps et de politiser l'impact de toutes ces pollutions sur nos corps et d'exiger de plus avoir à subir ça. Il y a une autre chose sur puisqu'on on parlait d'allaitement, je vais vous parler de femmes enceintes. Il y a une étude qui montre que les impacts sur le fait que les femmes fument pendant le premier trimestre de grossesse, l'impact que ça a sur le risque de fausse couche, en fait l'impact est exactement le même que la pollution atmosphérique, la pollution de l'air. Et il y a des études de plus en plus qui montrent au moment des pics de pollution, notamment
en Chine où il y en a beaucoup dans les grandes villes et puis aussi aux États-Unis, que ces pics de pollution ont des impacts directs sur le taux de fausses couches des femmes dans ces villes-là. Bah pourtant, en fait, on culpabilise beaucoup les femmes enceintes qui décident de fumer une cigarette parce qu'en fait, elles ont du mal à arrêter de fumer. Par contre, on se pose jamais la question du fait qu'elles évoluent dans une ville et qu'elles respirent de l'air pollué. Et donc, ce que j'entends dans le discours, c'est vraiment cette logique-là qui est de dire arrêtons cette espèce d'écologie des petits gestes à petite échelle. Et allons directement vers le plus grand, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train d'évoquer, c'est la pollution qui se passe dans une grande ville, ou la pollution de l'eau, ou les choses comme ça, ne sont pas la responsabilité de la femme qui se prend ce retour direct dans la figure. Et cette charge, et cette culpabilisation. En fait, plus j'avançais dans ce livre, plus je me disais, mais finalement, ce que nous apprend le féminisme, en nous disant de politiser l'intime, de politiser nos quotidiens, c'est finalement là de remettre nos libertés au centre du débat politique. Le sujet de l'écologie, c'est pas un sujet lointain, on parle pas des ours polaires, on parle de nos libertés de choisir. Et ça, c'est central pour le féminisme, le fait de pouvoir choisir. Je disais sur l'allaitement, de pouvoir choisir de continuer de vivre dans une ville polluée même quand on est enceinte. Parce qu'en fait, aucune femme enceinte n'a le choix d'aller se mettre à la campagne, je sais pas où, pour protéger le fœtus, quoi. Et cette possibilité du choix, elle est de moins en moins présente dans nos sociétés, et alors que c'est ce qu'on doit pouvoir exiger en fait en tant que femme comme en tant qu'homme. Et finalement je trouve que ça apporte beaucoup au combat écologiste de repartir de soi-même, de son corps, sa liberté, ses choix au quotidien et l'existence même de ses choix. Et en fait on se rend vite compte qu'on en a très très peu des choix et qu'on les a presque abdiqués, on a presque oublié qu'à un moment donné d'autres générations ont pu connaître des choix que les générations actuelles ne connaissent pas. J'ai découvert un petit peu les mouvements No Kids, notamment, parce que finalement, il n'y a pas juste, sur le sujet du contrôle des naissances, il n'y a pas juste les écolos malthusiens qui disent il faut faire moins d'enfants, il y a aussi tous ces jeunes hommes et femmes qui décident de pas faire d'enfants, de jamais en faire, pour la seule raison qu'ils n'arrivent pas à concevoir une vie pour eux, qu'ils n'arrivent pas à concevoir l'existence sur les générations suivantes. Enfin, il n'y a rien de plus déprimant que ça, quoi. Et donc finalement cette possibilité du choix, elle est encore là dans nos générations, quelque chose qu'on peut exiger, et que ça va bien au-delà d'avoir des couverts en inox dans les cantines ou de pouvoir allaiter justement. Enfin, c'est aujourd'hui le féminisme, le combat féministe, il doit être écologiste. En fait, il doit entrer dans l'écologie, il doit apporter, et moi c'est ça que je déplore, c'est que finalement on en reste aujourd'hui encore à une analyse très en surface de l'écoféminisme, alors qu'il y a des combats majeurs à gagner, à porter et à gagner, que personne d'autre que nous ne fera, parce qu'on a l'habitude que ces sujets, enfin là je parle d'allaitement, je parle de contraception, je parle de menstruation aussi, de la question des règles. C'est des sujets, on nous rionnait quand on nous dit que c'est des sujets majeurs pour l'écologie. Donc en fait, il faut que ça entre dans l'écologie, il faut que ces sujets qui sont toujours hiérarchiquement moins importants que d'autres deviennent aussi importants, parce que c'est des sujets qui ont trait à nos corps, et je crois que c'est là où en fait ça peut le plus faire mouvement, à mon avis, aujourd'hui. Alors moi, il y a un sujet que j'aimerais beaucoup aborder avec vous, Charlotte, mais qui va être conflictuel. Ou en tout cas, Je veux bien votre réponse. Pendant toute la lecture du livre, j'ai imaginé le féminisme tel que vous l'évoquez, puis tel que je le pense, comme une notion de plus de liberté pour les femmes. Et
vous le dites vous-même dans votre livre, l'écologie aujourd'hui nécessite des restrictions. En tout cas, il va falloir prendre des décisions qui seront moins confortables pour l'ensemble d'entre nous, moins de consommation, des consommations différentes. C'est le rouage, là, c'est l'engrenage que je ne saisis pas bien, et j'aimerais bien votre avis là-dessus. C'est en fait, finalement, est-ce que plus de liberté pour les femmes, est-ce que ça ne va pas empiéter sur la question des restrictions de l'écologie ? Je joue un peu l'avocat du diable, mais c'est ce qui est présent dans votre ouvrage, cette espèce de j'aimerais bien ce petit rouage-là, qui explique les deux. Bah, pour moi, c'est très simple, c'est des restrictions pour certains, oui. Ceux qui polluent éhontément, c'est les chiffres Oxfam, 10% des plus riches qui émettent l'équivalent de la moitié des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Le fait que si on vivait tous comme avec un train de vie similaire à la population états-unienne, il nous faudrait 5 planètes. C'est ça qui doit changer. Et en fait, la restriction, elle est en termes de surconsommation, de réduction de la surconsommation pour donner une liberté de choix au plus grand nombre. Je me retrouve beaucoup dans les propos des autrices de féminisme pour 99%. C'est qu'à un moment donné, là, il y a un nouveau sujet de lutte des classes qui revient. Et qui revient avec l'écologie, avec le féminisme. Oui, il y a besoin de restrictions. Pour une minorité, pour permettre au plus grand nombre d'avoir de nouveau le choix. On est quand même dans une société qui pense au tourisme spatial. Enfin, il y a des choses qui sont lunaires, enfin, pour le coup, c'est vrai. Et à côté de ça, il faudrait que les personnes qui ont juste les moyens de faire un vol Ryanair par an s'empêchent de le faire. Bah non, moi c'est pas ça mon sujet. Mon sujet c'est que ces personnes-là, il y a une alternative de train de nuit d'abord, et que le tourisme spatial il soit purement et simplement interdit. Donc oui, il y aura des restrictions pour quelques-uns. Et donc cette restriction ne sera pas des restrictions face aux femmes, mais bien face au capitalisme, disons les mots. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, les personnes les privilégiés qui sont parmi les pays, les populations les plus riches et qui sont majoritairement des hommes le savent bien, enfin on le voit bien, j'en parle à la fin, le lien entre le déni du changement climatique, donc les climato-sceptiques et l'antiféminisme. Le fait que, et le lien aussi entre ça, le climato-scepticisme, l'antiféminisme et l'autoritarisme finalement. Alors on l'a vu avec Trump, on le voit très très bien avec Bolsonaro. Enfin, la période Trump, ça a été le retrait de l'accord de Paris et en même temps la Global Gag Rule qui interdisait à toute organisation américaine de financer l'avortement, par exemple. Bolsonaro, c'est le pays qui détruit l'Amazonie et qui, en même temps, est en train de devenir le champion mondial des féminicides et des violences faites aux femmes et aux minorités. Et en fait, si c'est... Enfin, juste, je ne vais pas juxtaposer... C'est pas juste juxtaposer des statistiques, c'est qu'il y a un conservatisme qui est en fait une défense de certains modes de vie, qui sont remis en question et par le féminisme et par l'écologie aujourd'hui. Parce qu'on a des modes de vie qui ont été construits autour de modèles de production, de surproduction, de surconsommation, qui sont remis en question et qui sont des modèles souvent très masculins, voire masculinistes. Donc on le retrouve, mais vraiment, j'en cite plein, il y a des études, notamment dans les pays nordiques, qui montrent vraiment bien ce lien-là, et qui du coup rend les choses particulièrement inquiétantes, parce que je pense en fait, plus on avance dans la catastrophe climatique, plus les personnes, donc les privilégiés, je parle de l'irresponsabilité des privilégiés, plus ceux-là vont se durcir et renforcer toujours plus leur entre-soi pour protéger un certain mode de vie, pendant que toujours plus de personnes en fait, réparent les dégâts de cette minorité. Et quand je dis toujours plus de personnes réparent les dégâts de cette minorité, c'est en majorité des femmes. Et c'est ce qu'a bien montré la crise de Covid. En fait,
faut vraiment y repenser parce que on va à une vitesse folle l'oublier tout ça. Que 87% des infirmiers sont des femmes, que 87% en France des personnels des EHPAD sont des femmes, que plus de 2/3 des aidants familiaux sont des femmes, et que en fait pendant une période où tout s'arrête, où on a besoin de ces métiers essentiels, on se rend compte qu'ils existent. Et que ce sont ces métiers-là, ces personnes-là, et principalement des femmes, qui réparent, qui protègent et qui prennent soin des dégâts sur la planète, sur les humains, faits par une minorité d'hommes. Donc en fait, je veux pas être caricaturale, mais la réalité l'est. La société, la société fonctionne là-dessus, et c'est ça que dénonce à la fois l'écologie et le féminisme, mais surtout que c'est en opposition à ça qu'on propose une société nouvelle. D'accord. Ah, je vous en prie. Oui, simplement au niveau de la représentation des femmes dans justement les partis écologiques. Je ne connais pas l'information, c'est quel pourcentage actuellement de femmes dans les partis écologiques et pourquoi il n'y a pas une femme qui représente finalement les partis écologiques. Donc, il y en avait une. Il y en avait deux. Alors, les partis écolos, en termes de représentation, c'est-à-dire de tous les postes de représentation interne comme externe, c'est moitié-moitié, puisque les partis... Je vais vous parler du mien, qui est Europe Écologie Les Verts. La parité, elle est ancrée dans les principes, dans les fondamentaux du parti. Et c'est valable à la fois pour les mandats, pour les postes internes et évidemment les élections, les personnes qu'on porte pour des élections en externe. Mais c'est valable aussi pour la prise de parole en interne. Dans les débats qu'on a, on a un truc qui s'appelle la fermeture éclair, qui est un système de prise de parole alterné femmes-hommes. Ça marche pas mal. Mais la réalité, par contre, c'est qu'en nombre d'adhérents, on n'est pas encore à 50-50. Et c'est valable, c'est valable en fait dans tous les partis politiques en France. Les femmes adhèrent moins à des partis politiques que les hommes. C'est 70-30, c'est ça? Selon les chiffres? Ouais, à peu près. Et vous êtes dans la moyenne nationale d'à peu près tous les partis, c'est ça? C'est peut-être 65-67, un truc comme ça. Et on est à peu près dans la même moyenne. Et du coup, la parité permet de rectifier ça. Mais au niveau de l'écologie, oui. Et qu'on reste toujours dans une moyenne. Quoi. Et ça s'explique, je pense, et c'est en tout cas moi, la façon dont j'essaye de l'expliquer dans la troisième partie de mon livre, c'est principalement sur la question du temps. Et puis évidemment des violences qui sont... Enfin, mon parti n'a pas été exempt de violences contre les femmes. Loin de là. Il a progressé, mais la politique est violente contre les femmes. Et probablement parce que quand on entre dans un parti écolo, on ne change pas qui on est et on ne change pas la société. On est quand même pas totalement indépendant de la société dans laquelle on évolue, malheureusement. Et en même temps, je dirais, malheureusement, mais c'est ça qui fait qu'on évolue dans la société, quoi. Mais la question du temps, je pense qu'elle est majeure parce que là, je parlais du travail domestique. Ça prend du temps. Et les femmes travaillent de plus en plus. On n'est plus dans ce modèle d'il y a quelques générations, des femmes au foyer, etc. Et du coup, l'engagement, le temps pour l'engagement, qu'il soit associatif, qu'il soit syndical ou qu'il soit politique, c'est le même temps, c'est ce qu'on appelle le temps de loisir, quoi. Et le temps de loisir, c'est à la fois s'occuper des enfants, aller faire les courses, s'occuper d'une personne handicapée autour de soi, de sa grand-mère qui est à domicile, etc. Donc, et tout ça, c'est principalement les femmes qui s'en occupent. Donc je pense que ça contribue beaucoup dans un système politique qui repose beaucoup encore sur le présentéisme, sur il faut être tout le temps là pour pouvoir grimper, il faut participer à des tonnes de réunions qui durent jusqu'à pas d'heure. Comment on fait quand on a des enfants en bas âge pour aller à des réunions tous les soirs? Donc il y a beaucoup ça beaucoup de choses qu'on essaye de faire dans les partis, en tout cas dans les mouvements écolos, hein, pas uniquement dans les partis. Je pense que dans les associations aussi, il y a beaucoup de choses qui sont expérimentées mais qui suffisent pas encore aujourd'hui suffisamment. Je pense que par exemple, vous évoquez la question des réunions, que moi j'ai trouvé très intéressante sur la question des horaires.
Bah oui. Effectivement, pour avoir milité à 19h ou à 20h, c'est le moment de l'apéro où tu refais le monde et où effectivement, je pense que les idées fusent et en fait le programme se met en place. Et effectivement, si tu fais des réunions à 19 ou 20h, c'est le bain, c'est la nourriture et en fait, effectivement, ça prive une partie de ces dames, notamment celles qui ont des enfants, de pouvoir militer plus concrètement. Et je crois que vous avez mis un système de roulement d'horaire, en tout cas vous l'évoquez. Et ça c'est valable au travail aussi, hein. Enfin, finalement c'est les mêmes réponses qu'on peut avoir quand on est dans une entreprise qui se veut égalitaire. On fait pas des réunions qui démarrent à 18h et on met des heures de fin. On prend pas de décision en informel justement au déjeuner ou au café après la réunion ou à l'apéro. Donc c'est des règles comme ça qui sont valables partout, y compris en politique. Ouais. Il y a aussi l'absence d'image, effectivement, comme Gisèle Halimi, je pensais à Simone Veil, comme image un peu iconique de femmes qui prennent effectivement la parole, qui interviennent. Alors actuellement, il y a un peu une sorte d'absence de ce type de femmes dans la vie politique. Je ne sais pas si je fantasme. Il y en a, oui, mais à gauche, bon, il y a Artaud, pour Hello, un truc comme ça, mais il n'y a pas beaucoup de femmes qui ressortent effectivement médiatiquement, je veux dire, voilà. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, et notamment un peu âgés, un peu présents depuis longtemps, qui prennent tout l'espace. Et alors j'ai des chiffres que j'ai ressortis, je les ai plus en tête, sur le pourcentage de femmes et d'hommes invités sur les plateaux télé. En fait, à un moment donné, il y a même une association qui a monté un site internet à destination des journalistes qui s'appelle Les Expertes, pour leur montrer qu'en fait, il n'y a pas que des hommes experts sur tout un tas de sujets, il y a aussi plein de femmes. Et c'est des réflexes. Donc, forcément, aujourd'hui, la politique se fait beaucoup sur les plateaux télé. La visibilité d'une personne politique, elle est aussi liée à ça. À un moment donné, il faut leur donner la parole. Aussi, je pense que l'idée c'est surtout aux femmes qu'on demande d'être exceptionnelles et d'icônes féministes et tout, alors que je pense que la masse et vraiment l'anonymat, c'est aussi quelque chose d'important dans la lutte féministe. C'est aussi pour ça, parce qu'il y a genre 2-3 icônes féministes dont on va parler, et donc on va se dire « Oh, c'est bon, ok, on en a parlé, on peut passer à autre chose ». Mais je pense que le fait qu'il y ait une masse féministe et anonyme, c'est hyper important, et qu'il ne faut pas il faut la prendre en compte, et que c'est pas obligé d'avoir des figures importantes pour faire entendre ce qu'on a à dire, et que... parce que il y a beaucoup de figures d'hommes dont on parle, et puis quand on parle en politique, etc., on n'a pas besoin non plus de citer énormément de grandes figures d'hommes, et c'est beaucoup plus compliqué pour les femmes de se démarquer, et du coup quand elles se démarquent, on va en prendre une ou deux, et oublier que vraiment la lutte elle vient de la masse dans chaque... Je suis complètement d'accord, et ça a beaucoup à voir avec la forme de pouvoir dont on parle. Là je dénonce depuis tout à l'heure une forme de pouvoir qui est celle de la domination, et c'est là où j'ai un problème où moi j'avais un problème à pas trouver de réponse par rapport à ce que les écoféministes écrivent. C'est sur ce rapport au pouvoir. Mais en fait, je crois qu'il faut exiger une autre forme de pouvoir, qui est un pouvoir avec, plutôt qu'un pouvoir sur les autres, et un pouvoir de faire. Il y a différentes façons d'envisager le pouvoir, mais il faut pas l'oublier pour autant. Et alors je sais qu'il y a beaucoup d'écoféministes qui vont plutôt vers l'anarchisme, par exemple, ou vers des modèles plus... très locaux, qui lâchent l'affaire en fait de pouvoir changer la société au niveau national, justement pour ces raisons-là. Et je suis complètement d'accord, je pense que la solution elle est justement plutôt simplement dans le fait de proposer, de vouloir prendre le pouvoir, mais de le prendre autrement.
et de proposer une autre façon de le mener aussi ensuite, de l'exercer ce pouvoir, et de le faire collectivement, effectivement. Là où j'ai pas trouvé encore comment, c'est qu'on a besoin de changer les institutions pour ça. Et c'est un peu là où le bas blesse, c'est que on est encore dans un système où il faut avoir une personne qui nous représente à des élections pour se faire entendre et pour gagner, pour gagner les élections en fait. Enfin, l'élection présidentielle, c'est l'exemple type de l'inverse de ce qu'il faudrait, quoi. Et d'autant plus que celles-là, enfin, ou celles-là, quand elles sont ce qu'il faudrait, c'est-à-dire radicales, elle est taxée de radicale et mise de côté, je pense à Rousseau. Et on oublie que et c'est moi le lien que je fais entre le patriarcat et le féminisme, c'est peut-être qu'on a oublié de retrouver, de se dire que la nécessité, c'est la radicalité des féministes des années 70 que vous évoquiez au tout début de votre intervention. Et aujourd'hui, ce qu'on entend dans les médias, c'est que ce serait elle. C'est Folas, on a dit de Rousseau, Greta Thunberg radicalisée, ménopausée, ce qui n'est pas du tout radical, ça, hein, pas du tout. Donc c'est elle qui est traitée comme ça par des mecs qui ne sont pas radicaux, hein, qui sont Zemmour et compagnie. Et là, je me dis quand même, est-ce qu'on pourrait pas prendre exemple sur ce qu'a été le combat des féministes, y compris des féministes de droite d'ailleurs, je pense à quelques-unes, qui étaient sacrément radicales quand elles prenaient la parole face à, je ne sais pas combien il y avait de parlementaires en 75 pour la loi sur l'IVG, je ne sais pas, ils étaient combien les mecs, enfin, et moi ce que je me dis c'est que on prend des chemins stratégiques, alors je ne suis pas encarté donc je me permets de donner mon avis là-dessus, sur la représentativité, on exclut. Et je pense à Rousseau, on exclut une femme, et ce que j'ai entendu moi de ma place, c'est parce qu'elle est trop radicale, pour adopter un discours mou du genou. Enfin, je le dis comme ça, mais... Lisse. Non, mou du genou, je dis mou du genou. Pardon ? C'est bien, mou du genou. Oui, c'est mou du genou, c'est pas plus lisse, c'est mou du genou. Fédérateur. Mais rien du tout, non, parce que... Non, tu ne feras pas dire des trucs... Non, c'est mou du genou. Oui, oui, mais d'accord, mais je préfère mou du genou. Enfin, je sais pas si je suis clair, mais ce que j'ai envie de dire, c'est ce dont, en tous les cas, enfin, ce que je regrette moi, c'est que la radicalité dont font preuve tous les hommes qui sont dans le combat, enfin dans l'active politique, mais sans le dire, elle n'est pas autorisée à la moindre des femmes qui a l'outrecuidance de dire quelque chose. Enfin, je suis pas clair du tout, mais enfin, merci. Voilà, mais je sais pas si, enfin, parce que quand même Zemmour on lui autorise pas mal de radicalité. C'est ce que je dis. Non, mais oui, mais mais lui, on est bien d'accord. C'est bien ce que je dis. Oui, c'est ça. Non, mais les radicaux, c'est pas celles qu'on croit. On s'autorise, et tous, les médias, les journalistes. Je sais pas, il y a des journalistes qui font des bouquins qui parlent de, comment ça s'appelle, les femmes surpuissantes, les femmes puissantes ou je ne sais quelle connerie. Alors, non, mais juste pour dire que il y a clairement ça. Ce que devrait nous apprendre le féminisme, c'est de clouer le bec quand même aux vrais radicaux que sont les types qui veulent nos voix. C'est une façon de dévaloriser, de nier, enfin, dévaloriser la parole des femmes qu'on a beaucoup connue depuis les sorcières, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup aujourd'hui de féministes qui se revendiquent de cette historique-là. Et moi la première, hein, c'est qu'il y a une puissance qu'on veut nier, sur laquelle on veut mettre un capot, et puis voilà. Mais juste pour revenir sur justement la loi sur l'IVG, pour moi c'est l'alliance de la radicalité et de l'action interne qui fait qu'on gagne cette loi. Et c'est parce qu'on arrive à faire ces alliances-là qu'on les gagne. Dans l'écologie, on a quand même un problème, c'est de toujours vouloir nous diviser. Et c'est valable dans le féminisme. Justement, nos opposants veulent nous diviser.
On a bien connu ça, justement, dans le féminisme, entre ah oui, mais alors vous entrez au gouvernement, oh là là, vous n'êtes pas des vrais, vous n'êtes pas des purs. Ah oui, mais vous êtes trop radical, oh là là. Et ben, en fait, juste, faut se le dire. En fait, ça, c'est une stratégie de division pour éviter qu'on se rassemble. Et c'est valable dans l'écologie aussi. Donc non, je ne suis pas d'accord. Il faut du mou du genou aussi. Parce que le mou du genou, il va nous permettre de gagner un moment. On a besoin de l'alliance entre le radical et le mou du genou. Je pensais pas un jour dire ça. Qu'est-ce que vous me faites dire? Mais c'est vraiment ça. On a besoin de parler à la majorité de la population française. Et pour ça, il faut parler avec différents canaux. Et c'est ça qu'on avait réussi et que, bon, pas revenir sur la primaire de l'écologie, mais voilà, ça s'est pas fait jusqu'au bout. Et de la même façon on a besoin à la fois des mouvements dans la rue et de la pression et même de la pression sur les politiques, parce qu'il y a des gens, oui, qui ont fait changer d'avis. Le nombre de macronistes qui ont changé d'avis dans ce dernier mandat est important. Donc il y a aussi besoin de ça. Et ça, c'est des alliances. C'est des alliances qui le permettent. Moi, là, ce dont je parle, c'est aussi d'une alliance plus large encore, plus grande encore, entre les combats. Entre les combats qu'on dit thématiques. Puisque les gens continuent de croire que le féminisme, comme l'écologie, sont des combats thématiques, alors que ce sont au contraire des combats systémiques et globaux. On a encore beaucoup à faire pour que les associations féministes se mettent à ce que je dis, un féminisme écologique, et pour que les mouvements, notamment le mouvement pour le climat, se mettent au féminisme et se soutiennent. Et on le voit bien que quand les mouvements, quand les combats dits thématiques se rassemblent, en fait, c'est là où ils peuvent faire la révolution, ils peuvent gagner. Donc c'est à la fois une alliance de type de combat et puis de méthode. D'accepter qu'en fait chacun a sa méthode et du moment qu'on va dans le même sens, c'est le plus important, quoi. Tout à l'heure, même pas tout à l'heure, au début, vous avez défini l'écoféminisme comme une double domination. Et je reviens un petit peu à une autre forme d'approche qui serait peut-être le récit que nous apportent des écoféminismes comme Dogon ou les écoféministes américaines, Starhawk, Emily H aussi, qui, il me semble, montrent ce que j'ai pas lu malheureusement votre livre encore, mais montrent l'alliance et les relations spécifiques entre les femmes et la nature, notamment dans le domaine de la réparation, du soin, avec aussi des approches de sorcellerie, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on pourrait tirer de ce récit, un contre-récit patriarcal et un contre-récit capitaliste, plutôt que de le penser sous forme de domination, mais définir l'écoféminisme comme un récit, voire un contre-récit, qui pourrait nous aider justement à penser le monde qui arrive, enfin qui est déjà là. Et vous avez dit tout à l'heure, il existe des expériences locales, mais qu'est-ce qu'on fait au niveau national? Mais est-ce que l'écoféminisme est obligé de s'encadrer? Enfin, qu'est-ce qu'un territoire, qu'est-ce qu'une frontière? Est-ce que ça a un sens, le national, dans le récit écoféministe? J'en suis pas persuadé. Est-ce que, par exemple, tout ce qui s'est fait, ce que Pruvot a analysé à Notre-Dame-des-Landes, ou dans d'autres formes d'approche écoféministe locale, vous pensez que ça nous aide pas à penser le national? Enfin, est-ce que le national c'est une échelle pertinente aujourd'hui? Alors, je vais être un peu claire dans ma réponse. Si on ne s'attaque pas au droit de certains à faire du tourisme spatial, non, ça ne change pas le monde. En fait, à un moment donné, si on ne s'attaque pas à la surconsommation et à la surproduction d'une minorité de personnes puissantes, on peut tenter toutes les expérimentations qu'on veut, on ne sera plus là pour pouvoir les mener. Et donc non, pour moi, les expériences locales ne suffisent pas. Par contre, elles sont indispensables, effectivement, pour penser le monde d'après, le monde qu'on veut rendre, majoritaire sur cette planète. Et c'est là où il y a des alliances à mener. C'est qu'elles donnent à voir. On a besoin aussi beaucoup, je pense qu'il y a... dans ce déni dans ce déni climatique qui est quand même encore très présent. Alors il y a la tentation, un peu même le délire autour de l'effondrement, d'aller justement se mettre dans
d'aller se protéger soi-même et d'être dans un truc assez individualiste, puisque de toute façon l'effondrement arrive, je me protège. Mais il y en a un autre qui gère simplement de faire comme s'il n'y avait rien parce que c'est trop dur à imaginer. Et je pense que une des choses pour l'imaginer, la suite, c'est justement de donner à voir le monde d'après, la société écologique, comment est-ce qu'elle pourrait fonctionner. On n'a pas d'idée d'alternative, et donc on se dit qu'il n'y en a pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui plus personne ne parle même de vraiment finir avec le capitalisme, parce que personne n'imagine ce que c'est la société d'après. Pour moi, la seule option sur la table, c'est l'écologie, en termes de système, c'est-à-dire de système qui peut remplacer le capitalisme. Et c'est là où on peut commencer à avoir des discussions sérieuses, c'est quand on commence à réfléchir au système d'après. Parce qu'on ne peut pas juste se contenter de... pardon, je ne réponds plus du tout à votre question. C'est pour ça qu'en intro, pardon, je voulais répondre. C'est pour ça qu'en intro de votre livre, vous citez Ecotopia, qui est un très bon roman. Exactement, et c'est pour ça que je cite notamment les utopies, mais du coup aussi les expériences comme celle menée à Notre-Dame-des-Landes ou ailleurs, et notamment par des écoféministes, elles nous aident en ça. Parce qu'elles nous permettent d'imaginer des fonctionnements sociétaux autres, etc., des autres modes d'économie, etc. Mais voilà, donc j'ai répondu à votre deuxième question. Sur la première, merci de relancer, parce qu'effectivement, moi j'ai l'impression d'avoir écrit un livre écoféministe. Dans les solutions que je donne, etc. Je le dis juste avec des mots différents. Je reprends pas le vocabulaire autour des sorcières ou autour enfin, voilà, chacun et chacune a ses mots. Par contre, il y a des choses qui sont très importantes, notamment qui ont été amenées dans le recueil d'Émile Gasch. C'est reclaim, le fait de se réapproprier la nature. Et c'est d'ailleurs ce qui lui vaut d'être de toute cette critique de l'écoféminisme qui sera essentialiste parce que trop proche de la nature, etc. C'est aussi ce qui est reproché à Starhawk. Et alors qu'en fait, c'est simplement de repolitiser. Pour moi, la façon dont moi je le dis avec mes mots, c'est le combat féministe en fait. C'est ce que quand je dis l'intime est politique, et ben en fait repolitiser la nature, ce qu'est la nature, et dire que en fait c'est nous la nature. C'est pas du tout essentialiste. C'est de l'écologie pure et dure. C'est du féminisme pur et dur. C'est simplement dire que ce que je disais tout à l'heure, l'environnement. Faut arrêter de dire que l'environnement c'est ce truc extérieur à nous. C'est pas vrai. L'environnement c'est notre environnement, ce qui nous environne. Et qui est pollué par nous, transformé par nous, éventuellement réparé ou protégé par nous. Et c'est ce qui nous transforme aussi nous. Donc la nature, finalement, ce n'est que ça. Ce sont des êtres vivants avec qui nous cohabitons sur cette planète. Et ces êtres vivants dont, pour le coup, nous avons... le plus le pouvoir... Pour le coup, nous avons le plus le pouvoir sur eux, puisque c'est nous qui avons le pouvoir de détruire au plus haut de la chaîne. Voilà, c'est ça, se réapproprier la nature pour moi. Mais ça, c'est mes mots, et je pense que c'est extrêmement important dans l'écoféminisme de dire de se réapproprier ce genre de choses en disant chacun et chacune avec ses mots et de dédramatiser tout ça. C'est pas grave, la nature c'est pas un grand truc loin qui fait peur, c'est nos vies quotidiennes, il faut surtout ne pas la laisser à d'autres et ne pas les laisser à d'autres. Parce que bientôt en fait ni la nature ni du coup nous-mêmes n'existeront plus à force d'être accaparés, d'être exploités et d'être détruits. Oui, quand tu parlais de l'avenir, effectivement, je trouve que les écologistes sont très timides ou mous du genou, on peut le dire, par rapport à la décroissance. Bon, effectivement, c'est la perspective, c'est la décroissance économique. Je suis opposée à la décroissance. Oui. Vous savez pourquoi ? Non. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent croître, au contraire. Oui. Quand on parle de décroissance, on parle de décroissance de certaines activités économiques. Et effectivement, il y a plein d'activités économiques qui doivent décroître, mais il y en a plein d'autres qui doivent croître. Et en particulier les métiers du soin et du lien. Quand on parle alors il y a eu tout ce truc sur la relance économique post-pandémie et tout ça, donc tout le monde nous dit il faut investir, il faut construire, il faut relancer l'économie par la production, par la consommation et tout ça.
En fait, quand on pense infrastructure, on pense jamais aux infrastructures sociales, sanitaires, que sont celles des métiers du soin et du lien, les métiers de soutien aux personnes âgées, à la petite enfance, les métiers de la santé, de l'éducation, etc. Les métiers aussi de réparation et de protection de la diversité biologique, de la protection des forêts, etc. etc. Des services publics. Exactement, on parle là de services publics, et ça doit croître. Ça doit croître si on veut une société résiliente. Donc la décroissance, moi, ne me parle pas à ce niveau-là, parce qu'en fait, ça laisse croire qu'on va tous arrêter de bosser. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Il y a simplement d'autres indicateurs. C'est surtout qu'il faut en finir avec le PIB, déjà. Quand on pense à croître, décroître, on pense encore au PIB. Faut en finir avec ça, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le bien-être de nos populations et donc de notre planète. Et à partir du moment où on se donne de nouveaux indicateurs, et c'est ce que font les écolos, hein. La loi Evassas sur les nouveaux indicateurs de richesse, elle a été passée à la moulinette d'un débat parlementaire, et donc il n'en reste plus grand-chose. Mais le sujet, c'est ça, c'est qu'il y a des nouveaux indicateurs. Alors pour l'instant, ils sont complémentaires au PIB, un jour ils seront peut-être alternatifs au PIB, et sur ces indicateurs-là, on fait les politiques publiques. Et c'est ce que font les gouvernements notamment la Finlande et autres, les 3 exemples que je cite, c'est des premières ministres femmes qui ont mis en place des gouvernements de bien-être, des indicateurs de bien-être et des budgets de bien-être. Donc quand on fait le budget de l'État chaque année, on ne le fait pas pour faire bondir notre PIB, on le fait pour avoir des indicateurs de bien-être actuels et futurs qui s'accroissent. Donc en fait, il y a finalement une croissance quelque part très importante qu'on cherche à obtenir dans la société écologique. C'est juste pas la croissance de la même chose. Voilà. Moi, je parlais justement de décroissance des biens communs, c'est-à-dire la voiture, le magnétophone, le smartphone, comme ça. C'est ces décroissances-là de biens qui concernent une grande partie des richesses de la Terre. Et finalement, il faut le dire nettement, finalement, il faudra vivre avec moins de voitures, il faudra vivre avec moins de smartphones, il faudra vivre. Donc, dans le futur, finalement, c'est l'objectif à atteindre. Et ça, je trouve que les écologistes sont un petit peu timides dans cette traduction de la perspective de... Je sais pas, bon, peut-être que je peux être mauvaise. Est-ce qu'on peut prendre la question de Catherine également, qui lève la main depuis un bon moment? Non, mais simplement, par rapport au débat qu'on a depuis tout à l'heure, j'ai du mal à voir le côté féminisme et écologique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on parle du combat féministe qui existe depuis très longtemps et qui doit continuer à exister. Et on parle du côté écologique, mais je vois pas le lien entre les deux. C'est-à-dire que beaucoup de gens ici sont écologistes, d'autres sont aussi féministes et d'autres sont féministes et écologiques. Et je vois pas du tout le lien, à part le début de ce que vous avez expliqué, où si on veut vraiment prendre en charge, par exemple, une dimension écologique de sa vie, pour les femmes, ça rajoute des tâches très importantes, celles dont vous avez parlé tout à l'heure, à partir du moment où on a des enfants, parce que les enfants sont importants dans cette charge-là. Plus acheter ses biscuits, mais décider de les faire, parce que vous avez dit tout à l'heure, ce qui est très très fort pour les femmes, puisque c'est elles qui font ça, l'éducation. Là, vous n'avez pas parlé de ça, mais si on veut que le féminisme prenne de la place par l'éducation de les enfants, et spécialement des filles et des garçons, hein. On sait aussi que la société, elle est comme elle est. Par exemple, la prise de parole. On parle des adultes, mais on peut parler aussi de la prise de parole, du pouvoir par systématiquement la prise de parole. Il existe déjà dans les classes, hein. On sait que dans une classe en primaire, il y a 60% des interventions entre l'enseignant et les enfants qui sont des garçons et 40% des filles de façon naturelle. Donc on peut se poser des questions là-dessus, ça poursuit après. C'est le problème de l'éducation des mères et du père aussi, mais aussi des mères qui font que
on entend beaucoup maintenant, il faut apprendre à élever les garçons autrement si on veut plus d'avoir autant de violence qu'on a, etc. Mais vous voyez, depuis tout à l'heure, on parle du côté féministe, des combats féministes, on parle de l'autre côté des combats écologistes, et je ne vois pas le lien. J'arrive pas à voir pourquoi il y aurait un lien privilégié. Vous voyez ? Alors, ouais, tout à fait. Sauf de parce dire que là, vous êtes écologiste et féministe. Non, y a un lien beaucoup plus direct, et je vais essayer de vous résumer en quelques mots l'ensemble de mon livre. J'essaye de montrer dans ce livre qu'il n'y aura pas de transition, il n'y aura pas de mutation écologique vers une société écolo s'il n'y a pas d'égalité femmes-hommes. Et donc, il y a 3 grands thèmes, le corps, le travail et le pouvoir. Ce que je montre ce que j'ai un peu évoqué tout à l'heure sur le corps, c'est de dire qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible d'avoir une mutation écolo, une transition vers une autre société qui se ferait sur le dos des femmes. Finalement, on a toujours fait ça. Avant le capitalisme, il y avait autre chose. Et à chaque fois, ça se fait sur le dos des femmes. Donc c'est possible, c'est envisageable. Une société qui serait autoritaire, d'ailleurs l'extrême droite se met à l'écologie, c'est possible. C'est juste qu'elle nous mène tout autant dans le mur, parce que, ce que j'essaye de montrer, on ne peut pas envisager une société écolo si elle n'est pas égalitaire. Mais c'est possible quand même qu'on commence tout doucement à nous mener vers ça. Parce qu'on n'a pas pris la mesure des inégalités femmes-hommes et de à quel point, en fait, on se repose dessus depuis toujours. Et c'est là où quand je parle du travail, c'est ça aussi. Tant qu'on continue de ne pas voir, de maintenir dans l'invisibilité le travail soit gratuit, soit sous-rémunéré des femmes, on peut continuer de produire à outrance, de consommer à outrance, parce qu'il y a à côté un travail de réparation qui est fait gratuitement. Le jour où ce travail-là il est valorisé, bah en fait, ça va instantanément rééquilibrer et rendre impossible une consommation et une production à outrance, parce qu'à partir du moment où on valorise la réparation, ça va augmenter des prix de certaines choses qui sont aujourd'hui produites à perte, qui coûtent rien, vont coûter plus cher, etc. Donc, enfin bon, ça peut... L'égalité femmes-hommes peut nous mener vers une mutation vers l'écologie, et à l'inverse, si elle n'est pas une mutation écolo, ne peut pas être menée sans égalité femmes-hommes. Donc je trouve que c'est un peu difficile de le résumer comme ça. Mais pour moi, c'était ça l'idée de départ, c'est que on a aujourd'hui un système de production et de consommation à outrance qui s'appelle le capitalisme, qui se fait sur le dos d'une immense majorité alors à la fois des femmes, mais pas uniquement, qui est fondé intrinsèquement sur la domination de genre, de race et de classe. Et ce système-là, il a un deuxième bras, un deuxième pied, qui est le patriarcat. Et en fait, tant qu'on les combat pas les deux en même temps, je vois pas comment on peut faire advenir quelque chose d'autre. Et donc c'est pas juste de dire l'écologie est forcément féministe ou le féminisme est forcément écologique, je crois pas ça. Je crois qu'on a juste besoin de penser les deux ensemble. Et justement, il y a besoin de trouver les liens. Et trouver les liens, ça veut pas dire qu'il y a des liens naturels. Il y en a pas, je pense pas. Il y a juste deux choses qui ont lieu de façon aujourd'hui parallèle, sans qu'on se rende compte qu'on a besoin de les relier, de les mener ensemble, stratégiquement, pour renverser le système actuel. C'est plutôt dans ce sens-là que moi j'envisage les choses. Parce que depuis tout à l'heure, on était dans un côté ou dans l'autre, et on n'arrive pas à voir le lien qui était entre les deux. Si vous voulez, c'est surtout ça. En fait, je crois que c'est le système de prédation qui est surtout masculin, et de prédation de l'homme sur la nature inclut les femmes, qui est anti-écolo quand même.
C'est par là qu'on peut faire le lien, à mon avis. Alors pour le lien aussi, je me permets de citer Charlotte dans sa conclusion, ou en tout cas c'est une phrase qu'on retrouve dans votre conclusion qui dit « Le capitalisme est insoutenable car fondé sur l'exploitation des femmes par les hommes, des plus pauvres par les plus riches ». Et donc vous évoquez une espèce de cercle vertueux, si j'ai bien saisi, en tout cas cette envie. Travailler sur la question de l'égalité, c'est finalement avancer sur les deux sujets. Ouais. Oui, et puis il n'y a rien qui est... En fait, j'ai eu l'impression, moi, d'ouvrir plein de pistes et qu'il n'y en a aucune qui est épuisée. Enfin, il faut aller beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que je veux aller au-delà des expérimentations locales et essayer d'imaginer ce que ça donne. Mais parce que vraiment... Bon, après, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que j'écrive des polars ou je sais pas, parce que j'ai commencé à vraiment sérieusement essayer d'imaginer ce que serait une société écolo sans égalité femmes-hommes. Ça m'a fait flipper. Et je l'ai un peu évoqué, je parle un peu de comment l'extrême droite envisage l'écologie. Et je me suis dit, mais en fait, parce qu'il y a cette tentation-là, il y a une autre tentation qui est de l'écologie d'accompagnement, comme du féminisme d'accompagnement, ce que je dis avec ce que je disais au début sur les petits gestes. Et puis il y en a une troisième qui est l'effondrement, finalement. Et je pense que là-dedans, il y a une autre option qui est une écologie féministe. Et c'est ce que porte l'écologie politique sans se le dire, et qu'on a parfois besoin de secouer. Et c'est ce qu'a très bien fait Sandrine Rousseau, pour l'amener à l'être toujours plus, et qu'elle continue de faire énormément, et qu'elle va toujours continuer de faire. Et ben en fait, c'est à un moment donné, il faut le dire, quoi. Il faut se le dire. Quand on parle d'écologie politique, on parle de féminisme. Et c'est pas possible autrement, en fait. Alors Charlotte, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite, d'accord. Je valide à 200% tout ce qu'on a écouté là, tous les échanges qu'on a pu avoir. Je fais partie des gens qui écoutent beaucoup la radio, qui me renseignent beaucoup sur les élections. Et malheureusement, j'ai pas eu l'impression que toutes ces thématiques-là soient abordées par le candidat Europe Écologie. Du tout. Et par personne. Et alors, je pense que est-ce que c'est parce que évidemment, mais est-ce que c'est parce que les journalistes vont titrer sur d'autres sujets ou des choses comme ça? Les médias sont dépolitisants. On est d'accord. Mais est-ce que c'est pas dommage dans un enjeu qui sera alors j'ai envie de répondre ça. Il n'y a pas grand monde qui parle du système capitaliste Il y a un contrôle énorme des médias. Enfin, on n'a aucun débat d'abord. On n'a aucun débat politique dans cette présidentielle. On n'en a tellement pas que parce que Macron a tellement peur d'en avoir avec les autres candidats. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, et les médias nous aident assez peu là-dessus, déjà. Après, il y a ce que je le disais tout à l'heure, on n'aime pas beaucoup la présidentielle quand on est pour d'autres formes de démocratie et de pouvoir. Une des premières mesures, en plus je crois que c'est aujourd'hui que le programme de Yannick Jadot sur la démocratie est annoncé dans Mediapart. Je vous laisserai aller voir l'article. La première mesure, c'est déprésidentialiser. Bah forcément, quand on se présente à des élections présidentielles, c'est pas évident. Et je pense qu'il y a, à partir du moment où on décide de participer à une élection présidentielle, il faut faire avec. Et il faut y aller à fond. Et moi, je suis pas du tout schizophrène à vous dire ça. J'ai beau défendre tout ce que je défends là, je pense qu'il faut stratégiquement, dans cette élection, faire parler d'écologie de façon un peu plus légère que tout ce que je viens de raconter. Si on met tout de suite le mot patriarcat et le mot capitalisme, ça n'aide pas beaucoup. Aujourd'hui, avec juste le débat, s'il y avait eu les débats là, qui durent 2 heures entre tous les candidats, il y a à peu près 8 minutes de temps de parole de chacun des candidats. Il faut se le dire, 8 minutes c'est que dalle. Donc il y a un certain nombre de phrases clés qui peuvent être entendues par les Françaises et les Français. C'est valable dans les clips aussi. Enfin, en fait, aujourd'hui, notre débat pour une présidentielle se résout à quelques phrases clés et quelques sujets clés. On est en pleine guerre, en Ukraine, on sort du Covid, la préoccupation numéro 1 c'est le pouvoir d'achat. Et moi je pense que quand on parle comme Yannick Jadot le fait, des chaudières, il a été très critiqué comme étant l'écologie des chaudières. Mais en fait quand on parle des chaudières, on parle du quotidien des gens. On parle exactement de ce que je dis moi là sur la question du choix, de redonner... De permettre au contraire d'avoir de nouveau le choix de faire baisser sa facture d'électricité.
ou d'en finir justement avec du gaz, de finir avec la chaudière au fioul, etc. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément le choix, on n'a pas forcément les moyens, si on n'est pas accompagné par l'État, de le faire. Donc, quand on parle du chèque énergie, de doubler, enfin passer à 400 € le chèque énergie, ou de mettre en place des trains du quotidien, etc. En fait, on parle de solutions concrètes pour les Françaises et les Français. Et ça, moi, je pense qu'en ce moment, c'est déterminant. Et c'est pas très différent de ce que je dis sur remettre l'individu et nos libertés au cœur. Parce que c'est ça le sujet de l'écologie. Et il y a encore besoin de faire comprendre aux gens que quand on parle d'écologie, on parle pas d'un parc naturel à l'autre bout de la planète, ou des ours polaires ou quoi. En fait, on parle de votre chaudière, votre voiture, de comment faire en sorte que vous puissiez avoir d'autres solutions. On parle de votre pouvoir d'achat, mais bon, on préfère le terme pouvoir de vivre que pouvoir d'achat, parce que justement, on est pour la décroissance de l'achat. mais pareil, en fait, on parle de la même chose. Et ce changement de rapport au monde, ça passe aussi par le récit. C'est pour ça que vous pourriez faire un polar, une série, je ne sais pas. Le récit, c'est hyper important. Oui. Le récit, je oui, pense j'y que songe beaucoup pour après le récit, c'est quelque chose qui permet d'imaginer. Tu savais pas. Non, aucune idée. Allez, dans 2 ans, on vous envoie un nouveau livre à mettre ici. Non, mais bien sûr, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que l'écologie a... Il y a un programme écologiste en matière de culture qui est principalement sur ça, de sortir de l'écologie des grands musées nationaux, etc., pour être beaucoup plus sur de la création. Et de la création, parce qu'en fait, c'est ça qui façonne nos imaginaires. Si on est incapable de s'imaginer l'avenir, c'est parce qu'il n'y a pas grand monde qui nous le présente. Et on est super bon, pour le coup, en série d'anticipation de catastrophes. Netflix, il n'y a que ça. Par contre, on est hyper mauvais sur le simple fait d'imaginer une société qui fonctionnerait autrement, type Ecotopia, qui est, en fait, je suis pas capable d'en citer beaucoup, quoi. Alors, je veux bien une liste si on en avait d'autres, mais il y en a très très peu. Ouais, c'est vrai. Et alors, j'ai une question, Charlotte, à nouveau, qui correspond à ça, et c'est la question à 50 millions de votes. Et on recevait à votre place, il y a peu, un géographe et urbaniste qui nous évoquait qu'effectivement, en 2050, nous aurons donc 40 jours de canicule mortelle par an en France. Et qu'il y a un vrai danger, on en est tous conscients. Vous citiez vous-même Netflix et les documents docu-fiction avec Leonardo DiCaprio. En gros, il y a quand même une conscience et une grande question de l'ensemble de la population. Comment vous justifiez que tout le monde ne vote pas écolo aujourd'hui ? C'était la question à 50 millions de votes. C'est-à-dire que c'est une préoccupation considérable. Et pour autant, on n'est pas non plus sur des 70% actuellement pour le vote écologiste. Oui, parce que est-ce que vous avez cherché à creuser un petit peu pourquoi il n'y a pas cet engouement, alors que c'est une question de survie? Il y a plein de réponses, mais justement pour moi on est toujours sur ce que je disais un petit peu tout à l'heure, sur le fait qu'on n'a pas encore réussi à montrer que ce dont on parle c'est le quotidien, c'est le fait de changer le quotidien des Françaises et des Français, et que justement non, c'est pas une affaire de restriction qu'on demande aux gens, mais c'est une affaire de mieux vivre. Et c'est en fait, ça va nous faire gagner en liberté et en égalité, l'écologie, alors qu'aujourd'hui, l'imaginaire des Françaises et des Français sur l'écologie, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt, mais parce qu'on est très très bien aidé, enfin très très mal aidé justement en ça par tous nos opposants. Quand ils parlent des Khmers verts, quand ils parlent du retour à la bougie, etc., voilà, en fait, juste... Et le simple fait de penser à ça, de penser à des canicules en 2050, ça fait complètement flipper. Oui, c'est vrai. Ça fait complètement flipper, et en même temps, le sujet, c'est demain, comment je fais pour faire mon plein d'essence. Donc le jour venu, quand il y aura une canicule et que je pourrai pas vivre dans ma maison ou mon appartement, etc., il est un peu loin par rapport à aujourd'hui. Et pourtant, il est demain, on est d'accord. Mais
Mais c'est là où c'est un peu contre-intuitif, mais moi je pense qu'il ne faut pas mettre le projecteur sur la catastrophe qui vient, mais plutôt le projecteur sur le positif et en fait cette société de demain qui sera meilleure. Qui sera meilleure pour tout le monde. Et notamment quand on parle de canicule, de penser une société où il y a plus justement une société du soin et du lien, dans laquelle en fait le sujet il est moins la canicule que les personnes âgées qui meurent seules dans leur appartement en période de canicule sans que personne s'en soucie. Et ça, en fait, les gens, toutes et tous, on s'est sentis concernés par le fait de ne pas aller pouvoir voir une personne de notre famille en EHPAD pendant le Covid. Les médecins, moi ça m'avait vraiment, pardon je dévie un peu, mais ça m'avait vraiment choqué d'entendre des médecins au moment justement où il y avait au tout début la pleine crise Covid, pas mal de personnes qui décédaient à l'hôpital et leur famille ne pouvait pas être là à cause du Covid justement. Et c'est là où en fait il y a plein de médecins qui ont commencé à devenir dépressifs parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer, en plus de gérer leur métier, à gérer le deuil. À devoir s'occuper du deuil. Et c'est pareil, c'est là où on se rend compte qu'il y a une fonction dans la société, qui est une fonction humaine, une fonction sociale, une fonction de soutien des uns et des autres, qui est essentielle, indispensable, présente, et que personne ne pense à rémunérer. Et quand je dis rémunérer, c'est aussi en temps, hein. Enfin, les personnes aidantes ne sont pas aidées aujourd'hui pour prendre une demi-journée par-ci par-là pour aller aider un proche. Donc, tout ça pour moi, c'est des sujets. Je pense que c'est ce type de sujet. Et je critique aussi mon propre courant de peut-être pas leur avoir donné assez de place à tous ces sujets. Mais je pense que on est encore à devoir prouver que c'est ça notre sujet en fait. Et donc parler d'écologie autrement. Je vous propose qu'on prenne 2-3 petites questions et puis après, je vous inviterai évidemment à la lecture de l'ouvrage de Charlotte. Vous en avez dans la salle? On a répondu à tous vos questionnements. Ah non. Oui, par rapport à ce que certains politiques bien relayés par la presse essayent de vendre, c'est vrai que la parole écolo et écoféministe est un peu dévoyée, puisque les progrès technologiques et recherche et développement, ça va être la solution et ça va réparer tout ce monde. Donc comment on peut réagir à ça de manière efficace? Bon, là, il me semble que pour le 10 avril, c'est un peu mort, mais pour après. C'est une question à laquelle j'aimerais bien qu'on réponde collectivement, parce que j'ai pas toutes les réponses. Hein. C'est un gros chantier. C'est un énorme chantier même. Enfin, moi, j'ai l'impression que l'écologie n'en est qu'à ses débuts. C'est triste, mais c'est le cas en fait. On est à la fois hyper en retard et en même temps on n'en est qu'à nos débuts. Et pas que l'écologie, l'ensemble de la gauche a besoin de penser l'après et de le rendre visible. Et donc de faire son récit de l'après et de le faire ensemble. Et ça n'existe pas aujourd'hui en fait. Et ça c'est le sujet peut-être pour... Est-ce qu'on a le temps de prendre ce temps-là? Parce qu'en fait, j'ai vraiment du mal avec cette histoire. Enfin, je suis d'accord avec votre constat. Vous arrivez en fait à l'idée de... Donc, pour répondre à la question sur ma gauche, ce qui est identique, c'est le modèle, c'est-à-dire le modèle de domination, le modèle capitaliste et le modèle du patriarcat. Et moi, je pense, j'ai souvent pensé intuitivement que c'était ça notre problème d'être ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un modèle de domination, mais y compris qu'on va reproduire. Quand vous parlez par exemple de la nécessité d'augmenter les métiers du Caire pour faire un peu machin, moi j'ai été longtemps frappé, j'ai souvent fait des sélections dans les écoles d'éducateurs spécialisés de la région parisienne. Et donc j'ai rencontré les aspirants à devenir éducateurs spécialisés, etc. Je rencontrais, dans la première partie de la sélection, presque moitié-moitié d'hommes et de femmes, à peu près. À la fin de la promo, c'est-à-dire 3 ans après, vous avez 80-85% de femmes et 15% d'hommes.
Les autres, ils sont partis. Ils sont partis sur des formations de cadres. Et dernière chose, c'est que ce qu'ils reproduisaient, c'est que les femmes ne s'autorisaient pas à ce que s'autorisaient les jeunes hommes qui rentraient dans la formation d'éducateurs spécialisés. Ils n'avaient pas fait 1 heure. Hein. Et quand on les interrogeait sur leur motivation, ils étaient du côté de « Ah oui, mais moi je ne vais pas rester longtemps, je ferai un petit peu d'internat, puis ensuite je ferai une formation de cadre ». Jamais on avait ce discours-là chez les femmes qui disaient je sais pourquoi, j'aime les enfants, etc., etc. Et est-ce que ce qui est urgent, ce qui serait pas urgent, c'est de changer radicalement notre modèle, c'est-à-dire de nous mettre le nez dedans en disant ce qui nous pose problème à tous, c'est le modèle de la domination d'une partie du monde par l'autre, que ce soit le modèle capitaliste, ou le modèle capitaliste ou le modèle patriarcal, c'est la même chose, ça fonctionne de la même façon. Parce qu'après, moi, que je sois maltraité par une femme ou par un homme, grosso modo, ça ne me change rien, je suis juste maltraité, vous voyez ce que je veux dire? Mais... Il y a un modèle, c'est Oui, ben voilà. C'est l'idée du plafond de verre, ce qui n'a pour moi pas beaucoup de sens, parce que le sujet c'est de casser les murs, c'est pas de casser le plafond, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on parle de changer de système. Mais en fait, moi je suis capable de vous dire, pour le coup, on peut aller très très vite. Si on a le pouvoir, on peut aller très très vite. Ce que je sais moins répondre, c'est si on l'a pas. Mais ça, des exemples dans le nord de l'Europe. Mais bien sûr. Ça a changé. Mais bien sûr, ça change extrêmement vite. On parle de l'éducation, sur la place des femmes. Ça a changé. Parce qu'ils ont exactement. un fonctionnement depuis très longtemps. Et avant, en fait, quand on parle d'égalité femmes-hommes et de ce genre d'assignation sociale de genre et d'assignation à des métiers, etc., du fait que, on pense tout de suite éducation, il faut, voilà, mais ça c'est long. Par contre, la revalorisation des métiers, je peux vous dire que c'est très rapide. Si on revalorise tous ces métiers qui sont aujourd'hui féminisés, ils vont devenir égalitaires très vite. Parce que tout d'un coup, ils seront attractifs. Bon c'est un peu triste à dire, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc il faut être plus radical. Mais bien sûr, mais il faut être radical. Nous, c'est ce qu'on dit dans le programme écolo. Hein. C'est simplement qu'un jour, il faut avoir le pouvoir pour le faire. Cette revalorisation des métiers, c'est-à-dire qu'il faut prendre l'ensemble des métiers un par un et dire celui-là, il vaut bien plus. Ouais. Et c'est pas parce qu'on a une technicité dite technique que ça vaut plus que l'humain. C'est pas vrai. Donc en fait, cette revalorisation des métiers, elle doit se faire de façon urgente. Et j'espère que quelqu'un qui a le pouvoir peut le faire à un moment donné, parce que c'est sacrément urgent, oui. En fait, il y a plein de choses comme ça qui sont... les impacts... j'ai beaucoup parlé des impacts des pollutions sur la santé, et en particulier sur la santé des femmes. Ça aussi, c'est très rapide d'interdire des pesticides des premiers jours d'une élection, premiers jours d'un mandat, c'est très facile d'en finir avec la pollution de l'air, c'est très facile et très rapide d'en finir avec la pollution plastique, la pollution de produits chimiques, etc., qui fait qu'on est en train de construire des épidémies de cancer, de malades dans l'avenir, avec tout ce que consomment les enfants, etc. Donc la radicalité, elle est là. Le programme écolo est radical. Sur tout ce que je viens de vous dire, c'est dans le programme de Yannick Jadot. Ce que vous avez remis en question tout à l'heure, c'est pas la radicalité du programme, c'est la radicalité de la communication. Et ça, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Non, c'est pas autre chose. C'est pas la même discussion en tout cas. Non, mais c'est vrai. C'est qu'en fait, c'est dans la façon de l'approcher. Et ça, on peut en discuter des heures, mais on résoudra malheureusement pas le sujet, je pense. Là, c'est à un moment donné une affaire de présidentielle, vous l'avez dit. Ouais, voilà. Parce que dans les pays du Nord, c'est pas du tout le même système. Au niveau des suffrages, c'est pas du tout pareil. La représentativité. Et là, il y a une pauvre femme qui essaie de parler. Excuse-moi, vas-y Brigitte. Mais c'est vrai qu'il y a un truc. Et après, je répondrai aussi. Je voulais quand même dire à peu près la même chose. Vous dites qu'il y a vous avez des idées radicales, sauf que vous faites piéger en allant dans une présidentielle dont on sait qu'elle est
pipoter, comme on dit, je ne sais plus. C'est un système. C'est un système pour que les gens au pouvoir, donc effectivement des gens de droite, souvent des hommes, en tout cas une société extrêmement capitaliste, restent au pouvoir. Notre présidentielle en France est bien faite que pour ça. On nous donne l'illusion qu'on va aller voter, on va y aller tous bien en rang, ça sert à rien. Et je me dis, mais vous vous laissez piéger à chaque fois, vous allez, on y va avec des discours très lénifiants parce qu'il ne faut pas faire peur, et puis boum, 10%, 10% ça serait trop beau, rien quoi, et à nouveau, et de 5 ans en 5 ans en 5 ans, c'est ça que je ne comprends pas, entre la radicalité des idées que vous avez et le fait que vous alliez à nouveau recommencer dans cette espèce de circuit où la démocratie, enfin le débat est pipoté, et vous allez recommencer à redire quelque chose. Quand je dis vous, entendez bien qu'il n'y a pas d'attaque personnelle. Je me dis, on s'en sort pas. Est-ce que c'est pas un autre modèle de combat qu'il faudrait inventer et proposer, plutôt qu'à chaque fois espérer une élection démocratique, puisqu'elle n'arrivera pas. Mais il y a Bordeaux et Lyon quand même. Moi, je n'attends que ça. Pardon ? Il y a Bordeaux et Lyon, pardon. Il y a Bordeaux et Lyon quand même. C'est un beau résultat. Ouais. Et Grenoble. Alors, Ouais. d'une part, les écolos sont présents à toutes les élections. Et parfois, ils gagnent. Et donc, parfois, ils gagnent dans des villes. Et heureusement, parce que ça commence à permettre justement de rendre visible ce que peut être une société écolo. Donc, ces fameuses utopies, au moins, elles commencent à exister localement avec les moyens qu'on a. Parce que malheureusement, on n'est pas dans un système très décentralisé qui permet justement l'existence d'utopie écolo sur un territoire, contrairement à ce qui s'est passé avec Ecotopia, mais Ecotopia, c'est carrément, ils ont fait sécession, peut-être qu'on aura ça un jour en France. Moi, je n'attends que ça, qu'il y ait d'autres types de combats, et ils existent. Il y a les mouvements écolos foisonnent avec des modes des modes d'action extrêmement différents, et pour ma part, je ne participe pas uniquement au mode d'action électoral. Je participe aussi à d'autres modes d'action, qu'ils soient syndicaux ou associatifs, ou à des mouvements plus d'action, comme on dit. Mais tout ça doit exister, et on ne peut pas reprocher uniquement à ceux qui se présentent à une élection présidentielle d'être les seuls porteurs d'une solution. Il faut que l'ensemble de l'écologie, elle existe avec de différentes façons. Et en fait, ça n'empêche, pour le coup, ça ne nuit pas au combat. Moi, je ne crois pas que ça nuise au combat de présenter des listes ou des candidats écolos à des élections. Au contraire. Par contre, il ne faut pas que ça empêche les personnes et les organisations qui ont d'autres idées de les mener à bien. En fait, c'est aussi ça le problème de l'absence de... Enfin, je pense qu'on n'est pas encore dans un système suffisamment démocratique pour que, individuellement, on se sente suffisamment acteur ou actrice des alternatives pour se lancer. On est quand même dans quelque chose d'assez... Alors c'est peut-être le problème d'une société de consommation tellement aboutie qu'on est aussi dans une consommation vis-à-vis du choix politique, mais en fait c'est des choses qu'on doit faire collectivement. Et nous, quand je parle du pouvoir avec, et non pas du pouvoir sur, c'est aussi ça. C'est aussi qu'à un moment donné, il y a d'autres façons de faire monter nos idées, et ça doit se faire collectivement en commençant chacun par y participer, par devenir acteur ou actrice de ça, tout simplement avec les moyens qu'on choisit de se donner ou d'avoir. Et ça pourrait être encore plus facile et facilité par un moment donné des choix politiques au niveau national, de vraiment démocratiser, de donner du temps. Par exemple, nous, on veut faire beaucoup de conventions citoyennes, ou qu'elles soient locales ou nationales, en faire des modes d'action dans la façon d'élaborer nos politiques publiques, le faire collectivement. Et ça, c'est mené dans certaines villes, c'est mené dans certaines collectivités, c'est mené de façon informelle par des citoyennes et des citoyens. Il y a un super mouvement en ce moment autour de la défense des forêts, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui émergent sur les communs. Parce que oui, il faut aussi pouvoir développer des nouveaux modes de gouvernance avant de réussir à le faire au niveau national. Donc tout ça, ça doit cohabiter.
Et c'est ça l'écosystème de l'écologie. Il faut peut-être un peu moins passer de temps à se critiquer entre nous et passer un peu plus de temps à apprendre les uns des autres, aussi dans nos modes d'action, parce qu'à la fin, on veut tous la même chose. Sur ces belles paroles, je me fais tirer l'oreille sur l'oreille. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Et puis, bonne chose pour les autres. Du quinoa, j'aime beaucoup le quinoa. C'est bien. Bon, par contre, ça, je trouve que ça va pas parce qu'en fait, ça vient pas d'ici, mais du Alors, Pérou. il y a peut-être du quinoa en Bourgogne? Je ne pense pas. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato ed ho trovato un vaso.